Pour me présenter brièvement, donc, comme le disait Madame Larose, donc, je suis Pauline Chenou, ancienne coordinatrice du RIPPH, puisque j'ai tout récemment quitté mon poste, étant donné que j'étais en télétravail à distance avec le Québec pour occuper ce poste. Et donc, je suis maintenant à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées 63, donc du Puy-de-Dôme en France. J'occupe ce poste depuis lundi, donc c'est tout frais, mais en tout cas, je suis toujours très heureuse de pouvoir communiquer sur le MDH-PPH et puis faire des conférences à destination de développer les connaissances et les compétences les activités du RIPPH. Donc voilà. Alors, je vais vous diffuser mon diaporama et puis vous allez pouvoir me dire si tout s'affiche. Est-ce que vous le voyez en plein écran? C'est bon? Oui, ça va bien. Super, parfait. Donc, le MDH-PPH, de son origine à son application. Donc, MDH-PPH, modèle de développement humain, processus de production du handicap. Vous allez me dire, processus de production du handicap, c'est un petit peu fort peut-être, mais on va y venir plus tard. Je vais vous donner tous les éléments de réponse, du moins les premiers éléments qu'on peut avoir quand on suit une sensibilisation au MDH-PPH. Tout d'abord, je voulais vous donner un petit mot par rapport au RIPPH. Donc, c'est le réseau international sur le processus de production du handicap. En fait, le réseau porte la mission de développer l'application du MDH-PPH pour justement apporter une réponse qui soit et qui corresponde aux besoins des personnes qui ont des capacités différentes et justement par l'application du MDH-PPH donc de 2018 dans sa dernière version. Le RIPPH, c'est donc un réseau international sur le PPH qui a plusieurs objectifs et donc plusieurs missions. Le premier qui correspond donc au soutien au développement des connaissances. Là-dedans, on intègre beaucoup les projets de recherche, les projets de participation aussi à des projets de développement des connaissances, tout ça pour faire rayonner justement le MDH-PPH qui est quand même reconnu comme modèle de référence au Québec et qui tend à devenir aussi modèle de référence à l'international. On tâte petit à petit les autres pays pour essayer de l'implanter à l'international. Et petit à petit, eh bien, ça prend forme, mais ça nécessite beaucoup de développement de connaissances, comme c'est prévu. On a aussi la diffusion des connaissances par le biais essentiellement donc, des formations, des conférences, des communications et de la revue Aikitas. Donc, sur le côté, vous devez voir la présentation de la revue. Donc, la revue est disponible, je vous fais un petit aparté là-dessus, en libre accès sur Érudit. Donc, vous pouvez aller consulter tous les articles qui sortent 2 fois par année. Donc, la première période, avril-mai, et puis la deuxième période, octobre-novembre. Et c'est environ plus de 250 articles qui sont référencés déjà sur Érudit, qui sont en libre accès et qui abordent pour la plupart le sujet du MDH-PPH, de son application, et puis qui vont dans le sens des missions et des valeurs que l'on défend au niveau du RIPPH. Ensuite, on passe par le biais de la promotion des droits humains aussi, puisqu'on participe beaucoup à des projets internationaux et au développement international pour les droits humains, puisqu'il faut savoir aussi que eh bien, la définition du handicap qui est inscrite dans la Convention, eh bien, elle fait référence au MDH-PPH, mais ça, on y reviendra après. Et justement, on essaye de s'appuyer là-dessus pour défendre le droit des personnes en situation de handicap. Et ensuite, on a notre partie réseautage international. Et donc, à ce niveau-là, c'est donc à ce niveau qu'on va pouvoir vraiment rayonner à l'international. Et donc, on a plusieurs réseaux qui se sont créés
notamment en Belgique avec l'association Gravir, en Suisse avec l'association RSPPH et tout récemment en juin en France avec le RFPPH, Réseau français sur le processus de production du handicap. Tout ça est chapeauté justement par le RIPPH, mais voilà, on essaye d'élargir nos compétences au maximum à l'international pour faire connaître le MDH-PPH. Alors tout ça, ça repose justement sur des valeurs qui nous sont chères, la non-discrimination, l'accessibilité universelle, l'égalité des chances, le respect de la dignité, la liberté de choix, la responsabilité des acteurs sociaux aussi, et puis le respect de l'autonomie, puisque voilà, ce sont des valeurs qui nous portent aussi beaucoup et que l'on tient à inclure dans tous les projets, dans toutes les activités que l'on mène en faveur des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, quand on parle du MDH-PPH, il faut déjà remonter dans les années 1980. Oui, on fait un petit bond dans le temps, tout simplement pour parler justement de la classification internationale des déficiences, des incapacités et du handicap. La CIDI, donc, qui a été mise en place par l'OMS et où justement on retrouve le handicap comme le résultat, en fait, qui vient à la suite d'une maladie ou d'un trouble, d'une déficience, d'une incapacité, et donc qui est défini comme étant un désavantage social pour les personnes et qui va donc se justifier par une déficience, une incapacité, une limitation, une interdiction d'accomplir des activités et des rôles normaux comme en rapport justement avec les facteurs identitaires, les facteurs sociaux et culturels, le sexe, l'âge. Donc là, on remonte dans les années 80. Et puis, il y a eu justement, quelques années plus tard, des travaux qui se sont mis en œuvre pour revoir cette classification internationale des déficiences, incapacités et du handicap pour justement aller vers une bonification et essayer tant bien que mal d'ajouter des éléments à cette classification. Alors justement, Monsieur Fougerolas a travaillé sur ces éléments. Donc, je parle de Monsieur Fougerolas, Patrick Fougerolas, que vous connaissez, qui est anthropologue de base et puis qui justement a petit à petit évolué dans le champ pour se centrer sur le processus de production du handicap. Monsieur Fougerolas est toujours en activité. Il est le conseiller scientifique au niveau du RIPPH. Très sollicité, beaucoup sollicité même pour avoir travaillé avec lui sur des projets. Et donc, en 98, il propose le premier schéma du PPH, donc processus de production du handicap, qui vient apporter une nouvelle définition à la notion de handicap, puisqu'on va parler de situation de handicap. Donc, ces travaux ont été menés par une équipe de recherche. Beaucoup de publications sont sorties justement par la revue qui s'appelait avant Revue internationale de la CIDI. Et donc, petit à petit, ces travaux sont mis en place, ont été présentés et donc faisaient ressortir trois catégories: les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. À ce niveau-là, on venait intégrer plus haut, au niveau des facteurs personnels, les facteurs de risque qui venaient être la cause, en fait, de systèmes organiques, de déficience, d'incapacité au niveau des aptitudes. On parlait aussi de facteurs environnementaux en venant intégrer la notion de facilitateur et d'obstacle à l'environnement. Tout ça dans une interaction pour venir agir sur les habitudes de vie des personnes et donc soit mettre une personne en situation de participation sociale ou alors dans des situations de handicap. Et c'est à ce niveau-là qu'on va apporter la définition de situation de handicap correspondant donc à la réduction
de la réalisation des habitudes de vie qui vont être le résultat de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Et donc, petit à petit, l'utilisation de ce modèle va se faire, va se développer. Monsieur Fougerolas va faire la proposition justement à l'OMS d'aller vers cette restructuration de la CIDI qui va être beaucoup discutée et au final ne va pas être choisie puisque maintenant on est vers le modèle de la CIF, Classification internationale du fonctionnement, qui a été justement la restructuration de la CIDI. Et donc, en parallèle, M. Fougerolas a fait des travaux de mise à jour petit à petit du MDH-PPH pour en arriver au modèle de 2010 et 2018 carrément bonifié dans sa dernière version et tel qu'il est connu actuellement par la plupart des personnes. Donc, avec ces 3 éléments, toujours facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence avec la précédente version de 1998, mais justement, les facteurs de risque qui étaient habituellement ciblés plus au niveau des facteurs personnels vont venir s'intégrer tous au niveau des facteurs identitaires, système organique, aptitudes, facteurs environnementaux et habitudes de vie. Tout ça parce que, justement, M. Fougerolas et toute son équipe, justement, de chercheurs ont considéré que ces facteurs de risque peuvent s'appliquer à tous les niveaux, au niveau du MDH-PPH. Ensuite, les facteurs environnementaux, eux, vont avoir aussi une autre évolution puisqu'ils vont être divisés en 3 catégories. Micro-personnel, plus alliés aux besoins et à l'environnement personnel de la personne. Le méso-environnement plus attrait au communautaire et le macro-environnement beaucoup plus sociétal. Ensuite, on va avoir aussi l'intégration au niveau des facteurs personnels, des facteurs identitaires. Il va y avoir un gros travail justement sur qu'est-ce qu'on va apporter comme élément considérant l'identité de la personne. Hors, en fait, système organique et aptitude, puisque les aptitudes, ça va vraiment être ciblé sur les capacités que vont avoir les personnes. Le système organique, ça concerne essentiellement tout ce qui est attrait physique, psychologique et corps, en fait. Et puis, les facteurs identitaires, justement, on les retrouvait pas beaucoup dans le modèle de 1998. Donc, toute une gamme de facteurs identitaires ont été intégrés. On a toujours cette interaction aussi dans le modèle de 2018 avec l'intégration du flux temporel, puisqu'il faut savoir le MDH-PPH peut être un système d'évaluation qui va être utilisé à un instant T, mais qui peut être réutilisé dans un second temps pour voir à plus 6 mois, plus 9 mois, plus 2 ans, comment est-ce que la situation de la personne a changé. Donc, l'apparition du flux temporel. Et puis, au niveau des habitudes de vie, on a les deux distinctions qui ont été faites au niveau des activités courantes et des rôles sociaux. Et puis, on a la définition justement de situation de handicap qui apparaît comme justement toujours la réduction à la réalisation des habitudes de vie, résultat de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Est-ce que ça va? Parfait. Je sais que la période de questions, c'est un petit peu plus tard, donc je me laisse le suspense de plus tard. De là, tout à l'heure, je vous parlais de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. En fait, dans la section E, on voit cette définition du handicap, comme quoi la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Eh bien, quand on ressort les éléments, on retrouve les éléments qui composent le MDH-PPH, justement, avec cette notion d'interaction qui nous est chère, de personnes qui ont des incapacités au niveau comportemental, mais aussi environnemental, et des obstacles pour leur participation à la société. Donc, clairement, on est en plein dans le PPH. Et puis, il y a aussi cette notion de personne handicapée, justement dans la loi assurant l'exercice des droits de 2005, où justement les personnes handicapées sont définies comme toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Là aussi, c'est des mots qui nous font écho et qui font écho au MDH-PPH puisque ce sont des notions que l'on retrouve dans la classification du MDH-PPH. Donc, le MDH-PPH, je regarde l'heure. OK. Le MDH-PPH, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est modèle de développement humain, processus de production du handicap. Mais c'est d'abord trois concepts qui sont centraux. L'interaction, comme je vous disais, entre facteurs personnels, facteurs environnementaux, habitudes de vie. La participation sociale au niveau des habitudes de vie, qui est très important et qui doit absolument être mesurée. Et ensuite, des valeurs qui sont au cœur de la participation sociale et de la personne, avec le respect de la dignité, l'égalité des chances, la liberté de choix et le respect de l'autonomie. Ça, ce sont vraiment les trois concepts qui ont permis de fonder et de vraiment ancrer le MDH-PPH dans toutes les pensées. Donc, c'est d'abord un modèle de développement humain. Oui, parce que en fait, ce modèle, il va pouvoir suivre une personne, comme vous et moi, ou alors une personne avec des incapacités ou des déficiences, tout au long de sa vie. Et en fait, quand on y réfléchit, eh bien, le MDH-PPH, on peut utiliser la grille du PPH sur toute personne et faire une évaluation MDH-PPH par toutes et tous. Pourquoi? Parce que justement, c'est un modèle qui s'applique à une personne, un enfant, un adulte, un homme, une femme, quel que soit l'âge, qui vit dans son milieu, qui va donc à l'école, qui va au travail, qui habite en Auvergne ou au Québec, qui a sa maison, son cercle d'amis, sa famille, et puis qui réalise des activités courantes ou des rôles sociaux, donc des habitudes de vie, qui sont donc d'aller au travail, de s'éduquer, de s'occuper de soi, de cuisiner ou alors d'avoir des activités de loisirs. Et donc tout ça, c'est une interaction. C'est là-dessus qu'on base le modèle de développement humain, parce que ça va suivre une personne tout au long de sa vie. Et donc, c'est le parcours de vie de chacun et de chacune. Mais c'est aussi un processus de production du handicap. Alors, le MDH-PPH, c'est un modèle qui se veut social et puis qui ne veut pas rejeter la faute du handicap sur la personne. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on parle de production du handicap? Eh bien, justement, comme je vous le disais, le handicap, on ne va pas le cibler comme une caractéristique individuelle de la personne, mais ça va être le résultat, donc le produit entre les caractéristiques individuelles et environnementales qui vont influencer sur la réalisation des habitudes de vie d'une personne. Et donc, le handicap va donc représenter une diminution de la participation sociale ou restriction pour entraver justement l'exercice des droits des personnes. Alors, le MDH-PPH, justement, ça va être utilisé pour pouvoir comprendre les conséquences et les causes des situations qui sont vécues par les personnes, mais aussi d'identifier des priorités d'action, d'accompagnement, notamment pour rédiger les projets d'accompagnement personnalisés ou individuels.
Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'application du MDH-PPH dans la dernière version, justement. Alors, il faut savoir que la classification internationale, elle n'est pas disponible en libre accès comme ça peut être le cas pour la CIF où justement, vous allez sur Internet et puis vous allez pouvoir la retrouver. Là, le MDH, la classification du PPH, elle est disponible sur le site Internet du RIPPH, sur la boutique en ligne. C'est un formulaire, alors je ne l'ai pas avec moi, c'est un formulaire d'à peu près 300 pages qui vraiment vient apporter une définition à chaque notion qui va être employée au niveau du MDH-PPH. Alors, je ne vous ai pas mis tout le détail, mais au niveau des systèmes organiques, eh bien, on va avoir le système oculaire, le système nerveux, et pour chaque système qui va être référencé, on va apporter une définition. C'est pour ça que le nombre de pages est assez conséquent, mais c'est un petit peu le dictionnaire du PPH. Donc, le schéma de 2018, vous le voyez, vous le connaissez, peut-être ou peut-être pas, mais donc c'est toujours ces 3 composantes, facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie. Ces différents concepts qui viennent s'intégrer dans ces composantes. Pour les facteurs personnels, ça va être les facteurs identitaires, système organique et aptitudes. Au niveau des facteurs environnementaux, ça va être micro, méso et macro. Et au niveau des habitudes de vie, ça va être activités courantes et rôles sociaux. Mais c'est aussi justement cette interaction entre ces 3 composantes. Et donc, c'est aussi une échelle de mesure et de qualificateurs. Puisque vous voyez que dans chaque concept, on vient apporter des qualificateurs, comme par exemple pour le facteur identitaire, facilitateur ou obstacle. Pour les systèmes organiques, on va être dans intégrité ou déficience. Pour les aptitudes, on va être dans capacité ou incapacité. Et pour les habitudes de vie, on va être dans situation de handicap ou situation de participation sociale. Donc tout ça, ça va être nos échelles de qualificateurs qui vont être mesurées quand on va réaliser, par exemple, des questionnaires ou des entretiens sur le MDH-PPH. Pour les facteurs personnels, justement, c'est tout ce qui va être attrait aux caractéristiques appartenant à la personne. Donc, les facteurs identitaires, les systèmes organiques et les aptitudes. Pour les facteurs environnementaux, on va être au niveau de la dimension sociale et physique qui vont déterminer l'organisation et le contexte de la société. Parce qu'il a fallu faire un choix au niveau des facteurs environnementaux de faire ressortir ces 3 catégories, micro, méso et macro, mais également de les distinguer en 2 autres catégories, facteurs sociaux et facteurs physiques. Facteurs physiques, ça peut être justement l'aménagement qu'il peut y avoir dans mon environnement. Et les facteurs sociaux, ça peut être la relation avec les pouvoirs politiques, par exemple. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en détail au niveau du micro-environnement pour vraiment se rendre compte de ce qui vient interagir avec la personne à ce niveau-là. Ça va être justement tout ce qui va être allié au contexte spécifique de la personne. Donc, sa famille immédiate, ses proches, son domicile, son poste de travail, son bureau d'études, et c'est-à-dire tous les éléments qui vont pouvoir répondre à une adaptation du besoin spécifique de la personne par l'utilisation d'aides techniques ou d'autres moyens. Le méso-environnement, lui, c'est tout ce qui va avoir attrait au communautaire. Donc, toutes les personnes qui vont interagir au niveau de la réalisation des habitudes de vie de la personne, mais qui vont être dans un contexte physique ou social et qui vont être conçus ou présents dans la collectivité locale d'appartenance. Donc, ça va être les clubs sportifs, le quartier de la personne, l'usine où elle travaille, son école et son établissement scolaire, ses réseaux sociaux et les commerces dans lesquels elle va aller réaliser ses courses. Au niveau du macro-environnement, là-dessus, j'ai envie de vous dire qu'on arrive malheureusement très peu à avoir d'influence puisque c'est tout ce qui va
Oh, pardon, j'ai été un petit peu trop vite. C'est tout ce qui va être dans cette dimension sociétale et dont la composition et le développement pour apporter des modifications ne peut se réaliser sur le plan local d'une collectivité et qui vont concerner l'ensemble de la société. Donc, ça va être eh bien, les règlements, les lois qui vont s'appliquer, les politiques, la justice, la sécurité sociale, la religion, la culture. Mais c'est ce qui va en fait englober aussi le méso-environnement avec le quartier, l'école, l'usine et justement la réalisation des activités plus micro de la personne dans son environnement. Alors justement, on en vient aux facteurs sociaux, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les facteurs environnementaux sont aussi divisés en facteurs sociaux. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir retrouver le système économique, éducatif, juridique, public, des politiques et des structures gouvernementales et les organisations communautaires, les réseaux sociaux aussi, les règles sociales. Et puis, au niveau des facteurs physiques, eh bien, on va être dans tout ce qui va être attrait au climat, au bruit, au système électrique et magnétisme, la luminosité, l'architecture, la géographie physique, le climat, les aménagements du territoire et les technologies. Alors, ça peut être un petit peu mêlant au départ quand on fait une évaluation et qu'on fait la distinction déjà entre micro, méso, macro, facteurs physiques, facteurs sociaux. Mais petit à petit, on prend le pli, j'ai envie de dire, et puis on arrive à redifférencier ces différentes catégories. L'important, c'est de vraiment mesurer qu'est-ce qui vient agir directement sur le besoin spécifique de la personne ou dans son milieu communautaire et puis après, à quel niveau est-ce qu'il se situe? Soit plus facteurs sociaux par le biais des organismes communautaires, essentiellement les organismes qui viennent intervenir auprès de la personne, ou alors si ça interagit plus avec l'aménagement de son logement, les facteurs temps, le bruit, etc. Enfin, on aborde la dimension des habitudes de vie avec justement les activités courantes et les rôles sociaux. Au niveau des activités courantes, on va retrouver la communication, la nutrition, la condition physique et psychologique de la personne, ses soins personnels et de santé, son habitation et ses déplacements. Tout ça, c'est ce qui va être basé comme activité courante. Et à la différence, on va avoir les rôles sociaux qui, justement, eux, vont plus être dans ce qui va être en relation avec la personne, donc le système, l'éducation qui va être apportée à la personne, son travail, ses loisirs, sa vie associative, ses relations interpersonnelles et ses responsabilités. Et c'est à ce niveau-là, justement, au niveau des qualificateurs des habitudes de vie, qu'on va être soit dans une situation de participation sociale où la personne réalise complètement son habitude de vie et de manière satisfaisante pour elle, alors que ce soit avec aide ou sans aide, avec une aide humaine ou sans aide humaine, peu importe, tant qu'elle réalise pleinement son habitude de vie et de manière satisfaisante. Par exemple, on a la situation de Paul qui va préparer seul ses repas qu'il choisit selon ses goûts et ses moyens financiers. Ensuite, on va aussi avoir à la différence la situation de handicap, où là, ça va être la réduction ou la non-réalisation des habitudes de vie de la personne, résultat justement de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Mais aussi, la situation de handicap peut aussi résulter d'une insatisfaction de la personne à ne pas réaliser cette habitude de vie. Par exemple, pour Marie, qui n'arrive pas à se laver seule et qui dépend de la disponibilité de son compagnon qui travaille. Là, ça va affecter justement ses soins personnels et entretien personnel. Justement, elle n'est pas satisfaite parce qu'elle doit dépendre de son facteur environnemental micro, j'ai envie de dire, de son compagnon pour pouvoir réaliser cette habitude de vie.
Mais on a aussi d'autres qualificateurs, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, où on parle justement des facteurs de risque et des facteurs de protection. Ces facteurs de risque, comme je vous le disais, en 1998, ils s'appliquaient uniquement aux facteurs personnels. À partir de 2010, ils ont été intégrés dans toutes les catégories pour justement venir mesurer, soit par le biais du facteur de protection, pardon, si c'est susceptible ou non de prévenir une maladie, un traumatisme ou alors une atteinte à l'intégrité de la personne. Ou alors, à la différence, un facteur de risque qui, lui, va venir provoquer une maladie, un traumatisme ou une atteinte au développement de la personne. Donc, ce facteur de risque, il peut se retrouver à l'ensemble des catégories qui sont mesurées dans le MDH-PPH. Ça va avoir un impact potentiel, justement, sur l'intégrité de la personne. Par contre, à la différence, on a aussi les facilitateurs et les obstacles qui, eux, vont venir uniquement s'appliquer aux facteurs identitaires et aux facteurs environnementaux de la personne. Les facilitateurs, eux, sont considérés comme facilitant la réalisation des habitudes de vie. Là, ça ne concerne pas du tout l'intégrité de la personne, ça concerne ses habitudes de vie. Si ce facteur identitaire vient faciliter mes loisirs, eh bien, il va être mesuré comme étant facilitateur ou au contraire comme un obstacle et donc va venir entraver la réalisation de mes habitudes de vie et donc peut-être provoquer des situations de handicap. Donc, quand on va venir utiliser le MDH-PPH, ça va être aussi important d'avoir un œil sur les facilitateurs et les obstacles qui sont présents dans chacune des dimensions, mais aussi les facteurs de risque et protection parce qu'ils peuvent avoir une influence sur les habitudes de vie des personnes, surtout les facilitateurs et les obstacles. Alors, l'apport du MDH-PPH, justement, ça va être dans le sens de mieux comprendre le sens de la différence pour prendre en compte les besoins personnels, mais aussi de la collectivité, parce que le MDH-PPH peut très bien aussi être un outil utile à l'analyse de situations collectives vécues par plusieurs personnes. Ça va venir favoriser le travail en équipe et le partenariat avec l'environnement, mais aussi contribuer justement à l'exercice de droits des personnes ou d'une collectivité pour décider de l'orientation des projets de vie ou des projets d'amélioration des conditions de vie ou d'aménagement. Chose que je n'ai pas dit, le MDH-PPH, il est souvent utilisé par les ergothérapeutes, les gestionnaires, les personnes qui sont directement intervenants aussi auprès des personnes parce que justement, ça va être ces personnes-là qui vont avoir une visibilité sur la situation globale de la personne et qui vont justement pouvoir venir proposer des adaptations qui vont être justement en mesure de venir agir sur la réalisation des habitudes de vie des personnes. Justement, les apports aussi au niveau de la pertinence et de l'utilité, ça va être le soutien à l'autodétermination. On en entend beaucoup parler ces temps-ci, mais c'est un point qui devient de plus en plus important. Le soutien à la planification des services, à l'élaboration et aux évaluations PSI. Et justement, c'est par le biais de ces professionnels qu'on peut venir implanter le MDH-PPH dans des établissements, dans des structures, dans des équipes pour justement ouvrir au changement et aux méthodes d'apprentissage. Le facteur temps, c'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure en lien avec l'interaction. On peut passer une évaluation MDH-PPH à un instant T, mais aussi revenir sur la situation 6 mois plus tard en repassant une situation entièrement par le biais du MDH-PPH. Et donc, c'est à ce niveau-là où on va pouvoir savoir si sur les habitudes de vie, on constatait que certaines habitudes de vie n'étaient pas réalisées pleinement et donc étaient réalisées de manière insatisfaisante par la personne, donc que la personne vivait des situations de handicap.
eh bien, on va peut-être décider de venir agir par des facteurs environnementaux, de l'aide humaine, des aides techniques sur sur ces situations de handicap. Et donc, peut-être que quand on va repasser le MDH-PPH à cette même personne 6 mois ou un an après, eh bien, on va pouvoir mesurer l'évolution qu'elle va avoir au niveau de ces situations de handicap. Et donc, c'est à ce niveau-là que on va voir l'évolution et donc les autres propositions qu'on pourrait faire pour la personne. Bien souvent, hein, on le sait, il faut prioriser les besoins des personnes, leur orientation. Et donc, le but, c'est donc là de faire une priorité de chaque besoin et puis petit à petit d'évoluer vers une pleine et satisfaisante participation sociale. Enfin, pour terminer, on a des outils qui sont associés au MDH-PPH puisque c'est un modèle de référence, mais on a aussi les outils comme la Mavi qui justement, donc c'est la mesure des habitudes de vie, qui va venir pleinement détailler toutes les habitudes de vie d'une personne, donc les 6 activités courantes et les 6 rôles sociaux. Elles sont divisées en différentes questions pour savoir si déjà elles sont réalisées ou non applicables, s'il y a de l'aide humaine, s'il y a de l'aide technique et s'il y a une satisfaction ou non de la personne dans la réalisation de cette habitude de vie. Et donc, à ce niveau-là, ça va être un outil qui va être utile pour centrer les besoins de la personne au niveau de sa situation générale. Et puis, on a la MQE, la mesure de la qualité de l'environnement, qui, elle, va être un outil, qui va être un outil d'évaluation aussi, un questionnaire aussi, pour justement venir évaluer les composantes environnementales de la personne et les différencier en facilitateurs ou obstacles à la réalisation des habitudes de vie de la personne. Voilà, vous avez l'adresse générale du RIPPH. Je ne peux pas vous fournir la mienne parce que je n'y ai plus accès, mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez être formé plus en profondeur au MDH-PPH, vous pouvez écrire à cette adresse ou alors directement contacter le RIPPH via le site internet pour répondre à toutes les questions.